Bon, bonjour tout le monde. Il y a encore du monde qui arrive, qui se connecte. Avant de commencer et d'annoncer la conférence et la conférencière, première des choses, je vais me présenter. Donc, Magdalena Dębińska, je suis professeure au département de sciences politiques à l'UDM et aussi directrice académique du CERIUM. Et c'est dans le cadre du CERIUM, en partenariat avec le Réseau québécois d'études post-soviétiques, que nous organisons cette conférence qui a été organisée un peu à la dernière minute parce que nous voulions réagir rapidement et expliquer les événements qui se passent donc en Asie centrale, au Kirghizistan, suite aux élections du 4 octobre dernier, aux élections qui sont contestées dans la rue. Il y a des protestations. Est-ce une révolution? Encore une autre au Kirghizistan. Il y en a eu une en 2005-2010. Est-ce que c'est encore une révolution? Est-ce qu'elle est de couleur ou pas? Donc, toute cette question-là, nous aimerions avoir les lumières de notre spécialiste et amie Hélène Thibault. Hélène Thibault qui est professeure de sciences politiques à l'université Nazarbayev, donc qui nous parlera aujourd'hui de Astana devenu Nur-Sultan, donc ça c'est une autre question, et qui donc pourra nous éclairer un peu, faire comprendre, donner des pistes de réflexion pour continuer à suivre ce qui se passe au Kirghizistan. Hélène Thibault, pourquoi je dis c'est une chercheure, mais aussi une amie du CERIUM, et non pas seulement du CERIUM, mais de l'UDM, c'est une ancienne de l'UDM. Donc, il se retrouve maintenant à l'université Nazarbayev au Kazakhstan et qui se spécialise qui travaille présentement sur les questions de genre en Asie centrale et plus spécifiquement le mariage et la polygamie. Donc ça, ce sont des recherches qu'elle mène présentement, mais elle spécialise des questions de religion, de laïcité, de l'héritage soviétique et elle connaît très bien la région, non seulement parce qu'elle y vit depuis quelques années, mais aussi parce qu'elle a fait de multiples voyages à travers la région. Sa méthodologie est celle de l'ethnographie et donc elle connaît très très bien le terrain. Donc je vous invite non seulement bien entendu à écouter cette conférence qui va nous éclairer sur le cas présent de l'actualité au Kirghizistan, mais si dans la période de questions, vous avez des questions sur la région, je ne sais pas, les élections au Tadjikistan, par exemple, qui ont eu dimanche dernier. Parfait. Je vous demanderai donc d'éteindre les micros, mais peut-être d'allumer les caméras le plus possible pour qu'on ait une illusion du présentiel éventuellement. Donc, ceux qui peuvent allumer les caméras, mais s'il vous plaît, éteignez les micros durant donc la présentation de la professeure de sciences politiques de l'Université Nazarbayev, Hélène Thibault. Donc, sans plus tarder, je lui donne la parole. Je vais juste, donc, question de logistique. Hélène présentera donc le cas du Kyrgyzstan qui nous intéresse pendant une vingtaine de minutes et ce sera suivi d'une période de questions-réponses. La première partie, la présentation, eh bien, Hélène a été d'accord pour que ce soit enregistré pour qu'on puisse éventuellement le mettre en ligne. Par contre, la période de questions pour s'assurer que vous êtes tous à l'aise et que vous n'êtes pas intimidés pour poser des questions ne sera pas mis en ligne par la suite, d'accord? Donc voilà pour comment on va procéder. Pour intervenir pour les questions, vous pouvez utiliser le chat que Raphaël, j'espère, pourra m'aider à suivre parce que nous sommes nombreux, ou lever la main. Donc, si vous levez la main, je le vois et je vais pouvoir vous donner la parole. Mais ça sera suite à la présentation de Hélène. Donc, Hélène, à toi la parole. Merci beaucoup.
Merci. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de revenir à mes racines. L'UDM a une place spéciale dans mon cœur, comme tu sais. Puis Magdalena et moi, en fait, on a même étudié ensemble. Moi, quand j'étais à la maîtrise, Magdalena faisait son doctorat. Puis voilà, donc merci de l'invitation. Je suis toujours heureuse de parler ben, de ma région, de la région où je vis. Ma région de recherche. J'ai une curiosité intellectuelle depuis longtemps pour l'Asie centrale. Ça a commencé à l'UDM d'ailleurs à cause d'un professeur, M. Rapkin, le professeur d'histoire, que j'avais pris un cours d'histoire de l'URSS avec lui. J'avais tellement aimé ça, ça m'avait beaucoup impressionné. Il avait commencé en fait le cours en disant quelque chose que je vais trouver assez ouais, fascinant. C'est l'idée de dire que il disait moi je suis né dans un pays qui n'existe plus. Quelque chose que je trouve quand même un concept assez intéressant, c'est-à-dire ça arrive pas souvent qu'un pays disparaît. Bon, il y a d'autres exemples au 20e siècle, mais ça, c'en est un je trouve que c'est un concept assez frappant. Puis bon, ben, comme vous savez, ça a donné lieu à la création de 15 nouveaux pays à la fin de l'URSS. Je ne ferai pas trop un retour historique sur la question, mais je suis vraiment contente d'en parler aujourd'hui du Kyrgyzstan. C'est un cas vraiment curieux en Asie centrale. On peut dire que c'est un peu l'exception en Asie centrale, sur le plan politique, sur le plan social aussi, parce que bon, la région est marquée par un autoritarisme bon, assez ferme dans tous les pays d'Asie centrale, sauf au Kyrgyzstan, sans être une démocratie. C'est un pays où il y a beaucoup plus de pluralité qu'en Ouzbékistan, qu'en Turkménistan, au Tadjikistan, qui sont les deux extrêmes en termes d'autoritarisme. Le Kazakhstan a connu une transition politique récemment. J'espère vous allez avoir des questions sur les comparaisons. Je suis une comparativiste. Ça m'intéresse de faire des comparaisons. Moi, je suis à la base spécialiste du Tadjikistan et maintenant, je vis au Kazakhstan. Je m'intéresse plus au Kazakhstan depuis 4 ans. Mais le Kyrgyzstan, je dirais pas que je suis une spécialiste, mais quand même, je connais bien la situation. Les acteurs politiques, ceci dit, c'est vraiment difficile de suivre la situation en ce moment. C'est extrêmement rocambolesque. Je pense que c'est un terme qu'on peut utiliser pour décrire la situation actuelle. Ça change à toutes les heures. Il y a eu des revirements de situation complètement farfelus. C'est assez impressionnant de voir ça. Tout le monde est un peu confus par rapport à la situation. Et puis la question, c'était de savoir bon, qui est en charge maintenant, qui dirige le Kyrgyzstan. J'ai vu un vox pop sur un média kirghize hier, posait des questions aux gens dans la rue. Qui dirige le Kyrgyzstan? Les gens, ben, bon, c'est un vox pop, c'est comme Guy Nantel, là, on peut tout le temps sélectionner qui on va montrer à la télé. Mais dans le cas présent, ben, peut-être que c'était un billet de sélection aussi, mais les gens disaient, mais on ne sait pas qui gouverne. Donc, comme Magdalena le dit, les problèmes ont commencé, en fait, bon, les problèmes ont commencé en octobre suite aux élections parlementaires, mais ça vient de beaucoup plus loin que ça. L'instabilité politique qu'on voit aujourd'hui, elle est caractéristique finalement de la politique kirghize depuis 1980, depuis son indépendance. Bon, j'ai un PowerPoint qui est moyennement intéressant, là. Mais je voulais juste peut-être montrer des photos des politiciens puis donner un aperçu, en fait, de qui sont les politiciens, de qui on parle. Je vais partager mon écran et puis commencer la présentation. Je vais passer en mode plein écran. OK. Donc ça, c'est une photo récente. J'ai oublié de mettre le crédit. Je pense que c'est ABC, le média ABC. Donc, on voit une foule ramassée sur la place centrale qui est devant le Parlement, la Maison-Blanche qu'ils appellent, qui est le siège du Parlement, mais aussi le bureau du président, c'est au même endroit, à la place centrale à Bichkek. Donc, une grande mobilisation, comme on peut voir. On y reviendra, ça c'est le drapeau, juste pour donner une idée. On le voit ici, le drapeau encore. Juste situer le pays géographiquement. C'est un petit pays, très, très montagneux, je vais le montrer dans la prochaine diapo, à côté de grandes puissances, la Chine. Bon, le Kazakhstan, c'est une puissance régionale, on peut dire, par rapport à l'Asie centrale. Mais bon, le Kyrgyzstan, comme toutes les républiques d'Asie centrale, est très connecté sur la Russie, puis des relations très importantes avec la Chine. Comme tout espace post-colonial, il y a moins de relations entre les républiques
entre elles qu'avec l'ancienne métropole, la Russie, par exemple. Donc, c'est plus facile de prendre l'avion pour aller à Moscou qu'aller à Ashgabat, au Turkménistan. Donc, ça, c'est typique des espaces postcoloniaux. Donc, c'est un pays assez pauvre qui est vraiment, comme on peut le voir sur la carte, là, énormément de montagnes. Donc, l'agriculture est un peu difficile. Il y a des minerais, dont l'or, on en reparlera parce que ça a une signification très importante pour la situation politique actuelle et même ça implique le Canada. Oui, il y a des punchs dans cette présentation. Donc, on voit ici, c'est très, très montagneux. Donc, c'est un terrain un peu difficile. Puis, il y a une grande division nord-sud aussi, qui est très significative aussi pour la dynamique politique. Donc, je vais aller rapidement sur l'héritage post-soviétique. En fait, une des particularités du Kyrgyzstan, c'est que dès le départ, le pays a été dirigé par quelqu'un qui n'était pas un apparatchik typique. C'est Askar Akayev qui était un scientifique, en fait. Je pense que c'est un chimiste ou un physicien, je ne sais plus. Ouais. Donc, ça, c'est une particularité. Puis, il y a eu une politique d'ouverture à l'Occident plus importante que ses voisins, par exemple. Donc, dès les années 90, on a vu une société civile un peu se développer sous l'impulsion des fonds qui venaient de l'étranger, par exemple. Donc, on a eu une certaine ouverture politique dès le début avec Akaev, mais il est resté quand même longtemps, là, de 91 à 2005. Donc, c'est un peu long, mais c'est beaucoup moins long que ses voisins qui sont au pouvoir depuis déjà 25-26 ans. Donc, il y a eu, bon, comme le pouvoir absolu corrompt absolument, beaucoup de problèmes de corruption. Il y avait beaucoup de mécontentement. Donc, en 2005, on a eu la première révolution, la révolution des tulipes, si je me rappelle bien. Et puis, donc, en 2005, je vais rapidement, là, mais c'est juste pour donner un peu de perspective, c'est qu'il y a eu en fait 2 renversements de gouvernement déjà en 2005 et en 2010 qui ont mené à un changement de pouvoir, qui ont mené en fait à la fuite des présidents. Akayev est parti se réfugier en Russie, puis Bakiev, celui qui s'est fait renverser en 2010, lui est parti au Bélarus. D'ailleurs, il a récemment commenté, comparé les manifestations qu'on voit au Kyrgyzstan et au Bélarus. Donc, il est toujours réfugié politique au Bélarus. Il faut être assez mal pris pour être réfugié politique au Bélarus, je pense. C'est pas vraiment un espace de liberté. Enfin, donc, mais c'est 2 révolutions qu'on dit populaires, mais en même temps, la politique au Kyrgyzstan est vraiment menée par la politique, soit en fait, de clans régionaux qui sont très forts. La politique clanique, ça a été un sujet à la mode là, en sciences politiques dans les années 2000. Là, les explications, en fait, que le système de clans déterminait les dynamiques politiques au Kazakhstan et au Kyrgyzstan. C'est moins vrai au Kazakhstan maintenant, mais au Kyrgyzstan, ça le reste encore, sauf que les clans, peut-être qu'ils ont des affiliations, pas nécessairement basées sur les affiliations claniques, mais plus des organisations ou carrément plutôt des organisations qui ont des intérêts communs. Donc, on a eu en 2005 et en 2010 2 révolutions. Encore une fois, le scénario s'est répété. Ça a été à la suite d'élections, effectivement, comme ce qu'on voit aujourd'hui, qui est un peu le pattern des révolutions de couleur qu'on a vues en Serbie, en Géorgie, en Ukraine et au Kyrgyzstan à 2 reprises. Donc, les élections, c'est toujours un moment un peu critique pour les autorités. Mais bon, par exemple, on a vu des élections au Kazakhstan l'année dernière pour les élections présidentielles. Il y a eu des petites mobilisations, mais rien de majeur comparé à ça. Puis il y avait des élections dimanche au Tadjikistan, il y a 2 jours. Il n'y a eu aucune mobilisation à quoi que ce soit, même si c'était le 5e mandat du président Rahman, qui est au pouvoir depuis 1992 officiellement. Donc, la dynamique est vraiment différente au Kyrgyzstan. Il y a beaucoup plus de pluralité politique. Il y avait 16 partis aux élections parlementaires du 4 octobre. Hein. Il y avait 16 partis politiques qui participaient. Les Kazakhs ici étaient vraiment étonnés de voir qu'il y avait autant de partis politiques qui pouvaient exister. Ici, il y en a à peu près 4-5. Puis il y en a un qui domine complètement tous les autres, le parti associé au président Nazarbayev, l'ancien président Nazarbayev.
Mais on a vraiment une pluralité politique au Kyrgyzstan qu'on ne voit pas dans les autres républiques. Puis il y a aussi, en fait, la division des élites. J'en ai parlé un peu, c'est la division des clans. On le voit beaucoup. On le voit beaucoup au Kyrgyzstan. En fait, il y a énormément de compétition entre les élites. C'est pas quelque chose qu'on voit, par exemple, au Tadjikistan où l'élite semble vraiment très unie. Au Kazakhstan aussi, il y a de la compétition, mais jamais au point que ça cause des désordres politiques de l'ampleur de ce qu'on voit au Kyrgyzstan. Donc, Bakiev, qui était le deuxième, qui a remplacé Akaev en 2005-2010, lui aussi s'est fait renverser. Je dois dire qu'Akaev, c'est ça, il y a souvent une joute nord-sud. Akaev, lui, était originaire du nord, alors que Bakiev est originaire du sud. Donc, il y a comme une alternance de pouvoir entre le nord et le sud. Donc, mais en 2010, bon, lui aussi s'est fait renverser. Il a été, après, remplacé, fait aussi étonnant pour le Kyrgyzstan, présidente par intérim, Rosa Ntumbayeva, qui a été, c'est ça, présidente par intérim, mais par la Constitution, elle n'avait pas le droit de se présenter aux élections parce qu'elle était présidente par intérim. Donc, ça, c'est un fait intéressant. C'est une première en Asie centrale. C'est comme finalement la Kim Campbell du Kyrgyzstan. Ici, en fait, en 2010, un des problèmes, en fait, on a eu beaucoup d'instabilité politique suite au départ de Bakiev, mais ça a donné lieu à des événements très dramatiques dans le sud du pays. Ça, c'est une photo que j'ai prise moi-même en 2011, c'est-à-dire un an après les événements de Osh et Jalalabad, où il y a eu des conflits ethniques vraiment importants entre les Kirghizes et les Ouzbeks qui ont mené à la mort de centaines de personnes. On parle environ de 800 à 1000 personnes. Donc, ça, c'est de la violence communautaire. Ce qui est toujours assez troublant. Donc, la plupart des victimes étaient des Ouzbeks. Donc, il y a des forces nationalistes aussi qui sont un peu menaçantes là, pour les minorités, notamment les Ouzbeks qui vivent surtout dans le sud du Kyrgyzstan. Donc, il y a eu des bâtiments brûlés, des gens ont fui, il y a eu des gens qui ont été tués de façon vraiment très violente. Il y a eu des réfugiés qui sont partis en Ouzbékistan et sont revenus plus tard. Atambayev est devenu président, lui, en 2011 et a succédé à Atambayeva. Puis, c'est ce qui est de plus en plus rocambolesque, c'est que, bon, lui, suite aux événements de 2010, il y a eu un changement dans la Constitution. Donc, on est passé à un régime qui plus parlementaire, où le président a moins de pouvoir. Puis même Atambayev a réduit en fait, limiter le nombre de mandats présidentiels à un mandat. Donc, après, lui, comme s'il avait servi 2 mandats finalement, mais il a laissé sa place finalement en 2017 parce que son mandat était terminé, il ne pouvait plus se représenter, puis il n'a pas cherché à se représenter. Sauf que son successeur, Jeenbekov, qui est le président actuel, sont pourtant du même parti, l'a fait emprisonner en 2018. Et puis, il a été libéré par la foule. Pardon? Oui. Il a été libéré par la foule la semaine dernière. Yes. C'est fini? Non, pas encore. Je suis en train de corriger. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Oui. Olivier, pourrais-tu éteindre ton micro? L'opérateur à ma mère OK. Donc, il a été libéré par la foule. Il est en prison. La foule l'a libéré. Puis, il a été arrêté à nouveau la semaine dernière. Cette semaine, en fait. Tout se passe tellement rapidement. Donc, son successeur, Jeenbekov, c'est lui qui l'avait fait emprisonner pour être intervenu dans une histoire de procédure judiciaire. Donc, lui est président depuis 2017. Lui, il est toujours en poste, malgré, parce que ce sont des élections parlementaires dont on parlait. Les gens contestaient leur honnêteté. Et puis, surtout, ce qu'on reprochait à ces élections, c'est qu'il y a eu énormément d'achats de votes. Donc, lui a décidé, après même seulement 2 jours, mais là, les participants, les manifestants sont entrés carrément dans la Maison-Blanche, il a décidé d'annuler ces élections, puis éventuellement en refaire d'autres, mais sauf que le premier ministre a été obligé de démissionner. Lui est resté en poste. Le premier ministre a démissionné. Là, il y a un nouveau premier ministre qui a été nommé aujourd'hui, un type un peu louche du nom de Sadir Japarov,
qui était lui aussi en prison jusqu'à ce que la foule le libère la semaine dernière. Donc, c'est vraiment rocambolesque. Et puis, maintenant, le Parlement a voté en sa faveur pour dire que, bon, ça va être lui le nouveau premier ministre. Et puis, aujourd'hui, le président a redemandé un vote du Parlement, donc sa candidature n'est pas tout à fait confirmée, mais c'est quelqu'un qui est un peu louche, très, très nationaliste, qui avait un programme d'ailleurs, nationalisation de la mine de Kumtor, qui est une ressource vraiment importante au pays. La mine de Kumtor, qui est opérée par une compagnie canadienne qui s'appelle Centerra. Il y a d'ailleurs un excellent documentaire auquel j'ai participé, fait par Brigitte Noël, spécifiquement sur la mine. C'est disponible sur Illico. Et puis, lui, en fait, a été arrêté il y a quelques années pour avoir participé à des manifestations parce que le programme, c'était de nationaliser la mine qui rapporte énormément d'argent au Kyrgyzstan. Selon les bonnes années, c'est 12% du produit intérieur brut. On parle de seulement une mine. Donc, ils sont vraiment une ressource importante. Donc, c'est peut-être lui, le premier ministre. Il était aussi accusé de kidnapping. Il avait kidnappé le gouverneur de cette région où la mine se trouve. Donc, ça, c'est une photo de la mine Kumtor. Donc, ça, c'est pas fini. Mais curieusement, cette semaine, il a fait une déclaration en disant non, c'est plus nécessaire. Je ne crois plus qu'il faille nationaliser la mine parce que ses réserves sont presque épuisées. Donc, ça ne vaut pas vraiment la peine de faire ça à ce moment-ci. Donc, le gouvernement est toujours dans l'impasse. Les manifestations sont toujours là. Il y a l'état d'urgence qui a été décrété, qui est en vigueur la nuit seulement. Qui est respecté. Les partis politiques n'arrivent pas à s'entendre vraiment. Puis, on est vraiment dans l'impasse pour l'instant. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici, puis je vais prendre les questions. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, je ne sais pas trop longtemps. Donc, voilà, je vais être heureuse de discuter avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci Hélène. On va se quitter là. Je tiens vraiment à remercier Hélène pour ta disponibilité le soir, la nuit chez toi. Et j'aimerais remercier aussi, donc, bien sûr, le CERIOM, mais aussi le réseau québécois d'études post-soviétiques. Je vous invite de vous abonner en tout cas, il faut cliquer sur Facebook, etc. Le réseau fonctionne assez bien. Donc, si vous voulez connaître différentes activités, publications, etc., sur la région eurasiatique en général, je vous invite de suivre le réseau québécois d'études post-soviétiques. Et sur ce, je remercie tous les participants. Merci pour vos questions. Merci d'avoir été aussi nombreux quand même, parce que je sais que c'est pas sur l'heure de midi, donc c'est toujours plus compliqué avec les cours, etc. Voilà, j'espère que Hélène, tu voudras bien revenir nous voir, parce que c'est pas fini cette histoire. Non. Très bien. Ben, merci beaucoup, merci à tout le monde et à la prochaine. On vous promet d'autres activités.